météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, la grogne et la mobilisation des buralistes de l'Isère. Comme partout en France, ils protestent contre le paquet neutre et le paquet à 10 €. Ils en contestent l'efficacité et craignent une augmentation du marché noir. La cueillette des poires est lancée dans les Deux-Savoies. Nous irons à Coponnet, en Haute-Savoie, où les producteurs annoncent une belle récolte et du travail pour 2 mois. Enfin, le temps reste au grand beau sur nos 3 départements. Quelques nuages viendront chapeauter les reliefs et plus particulièrement celui de l'Oisans. Température agréable pour la journée de 20 à 24 degrés. La grogne des buralistes, ils ont appelé un mouvement national aujourd'hui pour protester contre la loi santé de Marisol Touraine qui va imposer le paquet neutre dès 2016. En Isère, ils ont monté une opération escargot sur la rocade de Grenoble ce matin avant d'aller manifester devant un tabac de l'agglomération. Sophie Pellerin, Joël Serroni. La rocade en partie déserte à l'heure de pointe et pour cause. Les automobilistes avancent au rythme de l'opération escargot. Avec seulement 9 voitures et à 10 km/h, les buralistes isérois ont paralysé l'agglomération grenobloise pendant près de 2 heures. Une question de survie, paraît-il. 38 d'entre nous en Isère ont fermé l'année passée, plus de 1000 en France. Et on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, on a déjà une baisse des volumes de tabac depuis 2 ans. Ça devient de plus en plus dur. Et aujourd'hui, on veut nous imposer une dégradation de nos fonds de commerce. La dégradation serait, selon les buralistes, visuelle, avec l'instauration du paquet neutre voulu par la ministre de la Santé Marisol Touraine. Plus de logo, une image choc recouvrant la quasi-totalité du paquet. Le temps d'une matinée, ce bureau de tabac du centre-ville grenoblois est passé au neutre. Alors ? C'est pas très joli à voir. Les photos, ça vous fait pas un effet choc un peu? Je les regarde pas. J'ouvre le paquet et je prends une cigarette. Déguisés pour l'occasion en buralistes neutres, les commerçants y voient surtout une incitation à la contrebande. En France, un paquet de cigarettes sur 4 est déjà acheté au marché noir. Les gens peut-être vont voir les photos, vont être un peu... Et je suis sûr qu'on va perdre au moins 8% de vente, même plus. Les gens iront les chercher là où on peut les acheter à moindre prix et avec des paquets normaux, quoi. Rejeté une première fois, le paquet neutre sera à nouveau au cœur des débats la semaine prochaine au Sénat. Marisol Touraine a déjà fait savoir qu'il serait instauré dans tous les tabacs début 2016. Autre manifestation à Grenoble, celle d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie menacé de restructuration. Il s'agit d'une antenne du CHU de Grenoble, située rue Auclin, à Grenoble. Le CHU qui souhaite mettre davantage de personnel médical sur ce site pour améliorer la prise en charge des patients. Les 11 femmes qui occupent les postes de cette unité s'opposent à cette restructuration et se sont rendues au CHU ce matin. Et l'une d'entre elles est justement en direct du CHU, lieu de la manifestation. Vous êtes le docteur Anne Godefroy, l'un des médecins donc, de ce centre Auclin. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de restructuration, madame ? Eh bien, écoutez, le centre Auclin est un centre médico-social dont l'objectif est de traiter les patients qui ont des addictions, qu'elles soient de drogue ou d'alcool. Et ces addictions nécessitent un traitement, des soins qui soient à la fois médicaux et psychologiques et sociaux. Et depuis 2 ans, on a assisté à une désertification médicale de ce centre. Maintenant, on vient d'embaucher un médecin, mais on va supprimer les postes d'accompagnement sociaux. On va supprimer 5 postes. Il y en a peut-être un qui va être récupéré, un poste d'éducatrice. Mais du coup, il n'y aura plus les missions qui sont quand même, selon la MILDECA, les missions du centre Auclin sont d'assurer une réinsertion socio-professionnelle et un accès au logement stable, en plus des soins médicaux. Ces missions seront mal remplies ou pas remplies du tout. Mais il s'agit pour la direction du CHU donc de renforcer les médecins. Combien de médecins sont actuellement sur place à ce centre? Vous êtes la seule médecin ou vous êtes combien? Depuis un an, il n'y a que moi comme médecin, depuis environ un an. Et vous ne sentez pas le besoin d'un renfort d'un collègue médecin
Et pour la prise Ça en fait charge des 2 patients ans que je dis qu'il fallait mettre des médecins au clin. Ça fait 2 ans parce qu'on sentait arriver tous ces départs. Et mon slogan, c'était « Mettez des médecins au clin ». Mais ce n'était pas de mettre des médecins au clin en supprimant les postes d'accompagnateurs sociaux et psychologiques et éducatifs. C'était de garder les 2 pieds bien solides sur le sol, des soins à la fois médicaux et sociaux. C'est extrêmement important dans ce genre de pathologies qui sont les addictions aux drogues il ne s'agit pas, et à l'alcool. Il ne s'agit pas, docteur, de suppression de postes, il s'agit de mutation, on va dire, hein, de ces personnels qui ne perdent pas leur emploi. Voilà, ces personnels sont fonctionnaires, donc elles ne perdent pas leur emploi, mais des postes d'éducateurs à l'hôpital, il n'y en a pas beaucoup. Et puis c'est un métier, nous sommes très attachés à ce centre. Il existe depuis presque 40 ans. Nous avons un réel savoir-faire. Cette équipe, bien sûr, les gens ne travaillent pas là depuis 40 ans, mais nous avons su gérer tout ce qui est des problèmes de violence et de sécurité. Nous savons très bien nous y prendre et nous n'avons plus aucun problème de sécurité et de violence. Et c'est ce savoir-faire-là qui va disparaître. Alors, avez-vous été reçu par la direction ce matin ? Alors, oui, en ce moment, il y a une délégation qui est reçue par la direction en ce moment même. Bien. Et que comptez-vous faire si on refuse votre requête ? Mais, je ne sais pas encore, on va en parler. Certains qui avaient prononcé un moratoire au sujet de ce projet, nous avons rédigé notre propre projet. Nous aimerions qu'il soit accepté en l'état, avec cet accompagnement affaire à pluridisciplinaire. suivre donc. Merci docteur, affaire à suivre. Au lendemain de la décision présidentielle d'accueillir 24 000 migrants sur les 2 prochaines années en France, la ville de Grenoble a annoncé son intention de rejoindre le réseau de villes solidaires. En attendant, les associations sont déjà actives. Christian Deville et Dominique Bourget ont pu rencontrer une famille de Syriens installés dans l'agglomération grenobloise. Djehad vient de Dera, bastion de la révolution syrienne. C'est depuis un camp de Jordanie que l'ONU l'a orienté vers la France afin de soigner l'un de ses 5 enfants atteints d'une grave maladie cardiaque. Grâce à Dieu, je vais bien, je me sens en sécurité quand je sors. Mais j'ai toujours mes pensées tournées vers ma famille en Syrie, vers la guerre, les bombardements et tout ce qui se passe sur place. J'ai encore un frère et une sœur là-bas, et moi je suis dans ce pays, c'est vraiment le rêve. Bénéficiant du statut de réfugié, Djehad a été prise en charge par l'organisme Insert 38 à Doma, dont la première mission est la recherche de logement. Un exercice difficile compte tenu du manque de logement social, notamment sur l'agglomération grenobloise, et du type de logement adapté. On a des situations de famille qui ont des problématiques santé. Il y a beaucoup de blessures de guerre, donc il y a des personnes par exemple qui ne peuvent pas monter un escalier. On nous demande de trouver principalement un logement en rez-de-chaussée, et là c'est quand même, voilà, sur une tour de 15 étages, il y a 2 ou 3 logements en rez-de-chaussée. Voilà. Il y a des situations où on nous demande des logements qui sont plus près de l'hôpital, parce qu'il y a des situations de traitement régulier, etc. La situation des demandeurs d'asile sur Grenoble est encore plus tendue. Fort de l'élan de solidarité envers les migrants syriens, la ville a donc annoncé son intention de rejoindre le réseau Ville Solidaire. L'énergie positive qui vient des habitants, qui vient des communes et qui va permettre d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour que l'État remplisse les obligations, c'est ce que l'on amènera. Vous savez, samedi, le ministre de l'Intérieur reçoit les communes qui s'engagent dans ce réseau des villes solidaires. On va y aller. Grenoble en sera évidemment par nature, historiquement et par envie, mais elle y sera aussi pour faire préciser certains points. Mais pour Maher, jeune Syrien diplômé en anglais littéraire, l'accueil des réfugiés n'est pas la solution. Pour résoudre l'origine du problème et non pas ses conséquences, il faut une intervention en Syrie. Aider plus le peuple syrien, parce que cela ne va pas s'arrêter. Les réfugiés vont continuer à venir, parce que le problème n'est pas encore résolu. Jeudi prochain, la mairie de Grenoble réunira les associations désireuses de venir en aide aux migrants syriens. Pour les particuliers, elles mettent à disposition un numéro de téléphone et une adresse mail. Montagne, le parc national de la Vanoise porte plainte contre les éleveurs qui ont séquestré 3 de ses représentants la semaine dernière en protestation contre le loup. Les 3 hommes avaient été retenus toute la nuit et les éleveurs avaient obtenu l'abattage de 6 loups en Savoie. Au total, 3 plaintes auraient été déposées. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.
Et puis le plan Montagne 2 est désormais sur le bureau du Premier ministre Manuel Valls. Il s'agit d'une mise à jour de la loi montagne de 1985 qui tient compte des spécificités du milieu montagneux, tourisme, secours en montagne, saisonnalité ou encore calendrier scolaire. Un total de 99 mesures. Marie Michelier. C'est sur un bon lifting de la loi de 1985 qu'ont planché la députée socialiste de Savoie Bernadette Laclais et celle UMP du Doubs Annie Genevard. Au final, 99 mesures pour jalonner la politique montagne de demain. En ligne de mire tout d'abord l'urbanisme. L'une des attentes majeures repose sur l'adaptation de ces normes et réglementations aux spécificités de la montagne. Une limitation du foncier, l'incitation à la rénovation et à la résorption des friches, de quoi assurer ainsi la sauvegarde du patrimoine naturel et des paysages. Revoir aussi le statut et le droit des travailleurs saisonniers avec par exemple une reconduction automatique de leurs contrats et la création de groupements d'employeurs. Dans ce rapport également, une attention portée à l'adéquation du calendrier scolaire avec le tourisme hivernal, la création de critères montagne pour la carte scolaire et la relance des classes de neige. Les députés appellent aussi à un accompagnement dans la transition énergétique et la gestion des risques naturels. Elles proposent ainsi la promotion d'une culture de sobriété et d'éco-responsabilité, une meilleure gestion des ressources en eau et le déploiement de plans d'action et de prévention des aléas. Autant de recommandations sur lesquelles s'appuiera le gouvernement pour présenter le 25 septembre prochain à Chamonix une nouvelle feuille de route à l'occasion du Conseil national de la montagne. Voilà, et notez que Bernadette Laclais, députée PS de la Savoie, l'un des deux rapporteurs de ce plan Montagne 2, sera l'invité de Pauline Allo ce soir dans le 19-20. Le premier volet de notre série sur la rentrée des frontaliers. Chaque jour, ils sont près de 60 000 à franchir la frontière franco-suisse pour aller y travailler, étudier ou simplement y partager des projets. Aujourd'hui, Serge Verrette et Ingrid Pernet nous présentent Manon, une jeune Toulousaine qui a choisi de faire sa dernière année de master à Genève. Si tout va bien, on devrait mettre 3 quarts d'heure. Lundi 11h, l'avion accuse près de 5 heures de retard, ce qui ne réjouit pas franchement Manon, la jeune Toulousaine, à la vie devenue très calibrée depuis un an. Je prends l'avion pour aller en cours à Toulouse, puis je reviens pour être en stage à Genève. Et du coup les retards comme ça, c'est vraiment problématique. De sa vie toulousaine, elle ne semble avoir gardé que son scooter, rose comme sa ville, son accent évidemment et ses allers-retours incessants durant une année. La voilà lancée en cette rentrée 2015 sur le marché suisse du digital, où l'on se soucie bien moins de sa provenance que de ce qu'elle peut apporter à l'entreprise. Manon est arrivée, elle a fait 5 ans d'études, elle avait déjà fait des stages à Genève, qu'elle vienne de Toulouse ou d'ailleurs, c'est ses compétences qui ont été en premier lieu, qui ont permis de faire ce choix. Et je suis ravie et ça donne un petit peu d'air de Provence avec son accent et c'est très sympathique. Ouais, par l'équipe, par Sylvie et puis après je pense qu'il faudrait créer un brief. Jenny Lem coach les jeunes entreprises suisses et avait besoin de redynamiser son image sur le web. Un travail taillé sur mesure pour la jeune Toulousaine qui voit avant tout Genève comme une première expérience dans une ville internationale et cela vaut bien quelques petits sacrifices. C'était un gros engagement de ma part parce que c'était quand même compliqué humainement de faire tous ces allers-retours entre Toulouse et ici, avoir un rythme soutenu, beaucoup d'organisation. En gardant du naturel dans tout ça, en étant en forme pendant les cours, que j'avais le vendredi et le samedi, donc finalement pas de week-end, parce que le dimanche je revenais ici. Donc ouais, c'était compliqué, mais ça m'a permis d'arriver là où je suis, donc je suis ravie. À Genève, c'est 40 heures de travail hebdomadaire, plus 5 heures supplémentaires possibles, souvent encore 4 semaines de congés seulement par an. Pour un premier CDD, Manon gagne un peu mieux sa vie qu'en France, pas de quoi s'établir en Suisse évidemment, juste y travailler et s'enrichir des petites différences culturelles. L'aspect ponctuel, être à l'heure, toujours ce rapport à la qualité. Donc au début c'est dur, mais en fait ça pousse à s'améliorer, quoi. Donc à être très qualitatif dans le travail, dans les relations, les valeurs beaucoup portées sur l'aspect droit. Voilà, on ne la fait pas à l'envers, alors que dans le sud c'est bien connu. Puis, déjà on va te la faire à l'envers pour commencer, pour voir comment tu réagis, puis après en fonction on va réfléchir.
Donc bon, voilà, je sais pas, moi c'est tout ce contraste qui m'a toujours plu et qui me pousse un peu vers le haut et garder un esprit toujours très ouvert. Reste sa vie sociale. À Genève, elle semble avoir trouvé ses marques en un an, mais cette rentrée 2015 sera pour elle véritablement l'année de tous les défis. Et je pense que c'est une chance pour elle aussi d'avoir un développement sur Genève. Après, ça sera un choix de sa vie, de savoir si elle veut retourner en France ou si elle veut rester à Genève. En l'occurrence, ici, il y a un gros potentiel de développement pour elle. Une bonne nouvelle pour l'agriculture. La cueillette des pommes et des poires de Savoie débute cette semaine. Grâce à une météo favorable, la récolte s'annonce excellente. Ingrid Pernet, Christian Mathieu. Le geste est précis et délicat depuis plus de 50 ans. Pas de machine, mais des cueilleurs fidèles qui trient et cueillent à la main, comme Monica, qui a rejoint les vergers au Savoyard de Coponnet pour 7 semaines de travail. La mission a débuté ce matin avec ces poires William qui ont bénéficié tout l'été d'une météo clémente. La chaleur a calmé la maturité. Il faut savoir que la maturité est déterminée par la date de floraison. Donc la date de floraison cette année était dans une année normale. Donc c'est pour ça que cette année, on va avoir, au point de vue qualitatif sucre, on va être excellent. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a froid la nuit, ce qui permet d'avoir la coloration des fruits qui vont être excellentes. Donc là, on va avoir vraiment, au point de vue qualité, cette année, ça va être vraiment une bonne année. Un fruit sucré et goûteux cultivé en indication géographique protégée, en IGP, sur 30 000 tonnes de pommes et poires cultivées dans les pays de Savoie annuellement. Seuls 4 000 bénéficient de ce label qualité et origine. Essentiel pour les consommateurs de plus en plus méfiants et exigeants. Nous, on essaie d'éviter les traitements, c'est-à-dire qu'on a même des méthodes biologiques. On met des prédateurs sur les arbres pour manger d'autres araignées. On va mettre de la confusion sexuelle pour le verre de la pomme pour éviter de faire des insecticides. Donc c'est vrai que maintenant, la méthode de travailler fait qu'on essaie d'être le plus propre possible en utilisant des moyens biologiques et aussi bien des méthodes qui sortent de l'agriculture biologique. Et la main-d'œuvre est elle aussi très attentive pour récolter les 1400 tonnes environ de fruits attendus pour cet automne 2015. Ce qu'on a remarqué cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes de retraités. Des gens pour arrondir un petit peu leur mois, pour s'occuper aussi, il y a ça. Donc c'est vrai que justement, moi j'ai vu ça au Forum Emploi où il y avait des retraités qui venaient demander du boulot. 40 cueilleurs sont attendus d'ici la semaine prochaine sur les 40 hectares de l'un des 30 producteurs installés en Haute-Savoie. De quoi se rafraîchir maintenant avec des baptêmes de plongée organisés par le Club de la Matésine, une discipline en plein essor sur le plateau. Exemple avec Jean-Christophe Pain et Didier Albrand. Pour pouvoir respirer sous l'eau, vous avez cet appareil qu'on appelle un détendeur. Donc vous voyez, si vous avez déjà fait du tuba, c'est la même chose. L'embout, c'est la même chose. Vous le mettez dans votre bouche. Vous pouvez respirer normalement. Pas de difficulté particulière. Pas difficile, c'est vite dit pour Mathias, 8 ans, et Mathéo, 9 ans et demi. C'est simple. Tu pinces ton nez et tu souffles un petit peu par le nez. Tu vas sentir sur tes oreilles. Alors, ça fait mal. Ça fait mal? Alors, faut y aller plus doucement. Vous êtes prêts ou pas? Oui. Pas trop inquiet? Non, pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Plonger. Alors, on y va. Pour commencer, 2 mètres de profondeur. Est-ce que ça va? Toi, tu me réponds. Voilà. Si ça va, tu me fais ça. Si ça va pas, voilà, tu me fais comme ça. Si tu veux remonter, comme ça. Voilà. Pendant quelques minutes, ils ont visité l'intimité du lac de Petit-Chet. Mathias et Mathéo ont beaucoup apprécié leur baptême de plongée. On était dans l'eau, c'était bien, mais elle était un peu froide. Et... T'as vu quoi? Des écrevisses. Et oui, dans le lac, on peut découvrir des tas de choses. La moule d'eau douce, très utile, est capable de filtrer 50 litres d'eau par jour. Voilà, donc c'est une moule qui va promener au fond, dans la vase. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, il y en a plein. Donc ce qui veut dire que le lac est très épuré. La plongée se développe dans les lacs de Lafray. 2 équipements sont en cours de réalisation. Pour l'été, une base de plongée. Pour l'hiver, une piscine d'entraînement. Avec 6 lignes d'eau et surtout une fosse de plongée, une fosse qui sera à 5 mètres, qui nous permettra vraiment d'enseigner la plongée dans des conditions optimum. À partir de juin 2016, la base devrait profiter aux 55 clubs de plongée isérois. Et rendez-vous